Ce n'est que maintenant que les sondages auprès de la population des zones concernées par l'aménagement de l'autoroute reliant Antananarivo à Thomasin ont commencé. En dépit des terrassements et des travaux entamés par l'État, l'ONE maintient qu'aucun permis environnemental n'a encore été délivré dans le cadre de ce projet présidentiel. L'ONE a tenu une conférence de presse ce jour. En raison de la situation d'incertitude qui prévaut actuellement concernant la tenue de l'élection présidentielle, deux schémas pour la mise en place d'une période de transition avant les élections présidentielles circulent actuellement sous le manteau. Les deux documents, dont les initiateurs restent pour le moment inconnus, ont un objectif commun, l'organisation des élections. La gestion de la période de transition prévue est par contre différente. À la une de l'actualité internationale à Paris et à Londres, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en quête d'un soutien accru avec la contre-offensive annoncée de son armée, a obtenu un engagement renouvelé de la France, en particulier dans le domaine des blindés légers, lors d'un dîner dimanche 14 mai avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Volodymyr Zelensky est arrivé lundi 15 mai au Royaume-Uni pour rencontrer le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Ce n'est que maintenant que les sondages auprès de la population des zones concernées par l'aménagement de l'autoroute reliant Antananarivo à Thomasin ont commencé. En dépit des terrassements et des travaux entamés par l'État, l'Office national de l'environnement maintient qu'aucun permis environnemental n'a encore été délivré dans le cadre de ce projet présidentiel. L'obtention de cette autorisation devrait pourtant être la première étape à suivre avant d'engager des travaux. L'ONE a tenu une conférence de presse y afférent ce jour. Conformément à la loi en vigueur dans le pays, le démarrage d'un projet requiert la détention d'un permis environnemental. Ce point a déjà été discuté avec le directeur de projet et au vu de la situation actuelle, sur le terrain et sur ces chantiers, des mesures ont été prises suite à ce rappel de l'ONE. En tant que responsable, l'ONE leur a parlé de la nécessité de ce permis environnemental avant la mise en œuvre de ce projet. C'est pour cela que nous sommes actuellement en phase d'élaboration d'un rapport relatif à une enquête environnementale en cours. Nous sommes maintenant en phase de préparation d'une étude et d'un bilan environnemental y afférent. Les responsables du ministère des Travaux publics ont maintenu ce jour que tous les travaux relatifs à l'aménagement de l'autoroute Antananarivo-Thomasin ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, et cela dans l'attente des résultats de l'enquête environnementale actuellement menée par l'ONE. Nous mettons actuellement tout en œuvre pour faire avancer rapidement ce projet. Les réalités actuelles sur le terrain, c'est le démarrage de la construction d'une piste d'accès à tous les engins nécessaires aux travaux. Les travaux, quant à eux, devront attendre les résultats d'enquête de l'ONE, le permis environnemental et le cahier de charges. À noter que l'autoroute prévue s'étend sur 260 km. La société en charge de sa construction a établi pour objectif d'achever les 80 km de cette autoroute avant la fin de cette année 2023. Or, le non-respect des étapes nécessaires au projet d'envergure tel que ce projet présidentiel est en grande partie à l'origine des problèmes du pays. Une concertation ainsi qu'une enquête auprès des communes et des Fouktanes touchées par le projet est capitale avant d'entamer des travaux. Selon le rapport de l'Office national de l'environnement, l'ONE, les enquêtes et les sondages sur le terrain dureront 2 mois. Les résultats sont attendus. En raison de la situation d'incertitude qui prévaut actuellement concernant la tenue de l'élection présidentielle, deux schémas pour la mise en place d'une période de transition avant les élections présidentielles circulent actuellement sous le manteau. Les deux documents, dont les initiateurs restent pour le moment inconnus, ont un objectif commun, l'organisation des élections. Par contre, la gestion de la période de transition prévue est différente.
Le premier schéma, connu sous le nom de TEN ou Transition d'entente nationale, est régi par une charte. Son objectif est d'organiser des élections et consultations populaires, dont un référendum sur la Constitution ainsi que des élections présidentielles et législatives. Entre-temps, soit durant une période de transition qui n'excédera pas 20 mois, des institutions géreront l'État. Les institutions dont la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat ainsi que la Haute Cour constitutionnelle seront remplacées par les institutions de la transition d'entente nationale. Ainsi, entre autres, il est prévu la mise en place d'un organe exécutif comprenant le président de la transition d'entente nationale qui exerce les fonctions de chef de l'État, le vice-président de la transition d'entente nationale, le gouvernement d'entente nationale dirigé par un premier ministre chef du gouvernement, nommé par le président de la transition d'entente nationale ainsi que 3 vice-premiers ministres en charge de portefeuille ministériel et comprenant toutes les sensibilités politiques de Madagascar. D'après l'Athènes, les institutions de la transition d'entente nationale seront dissoutes au fur et à mesure que les institutions prévues par la nouvelle constitution sont mises en place. À l'opposé de l'Athènes, le deuxième schéma de transition qui circule actuellement sous le manteau est appelé GENI ou Gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les élections. Il a pour objectif de mettre en place une institution intermédiaire qui n'a pas pour vocation de changer ou de remplacer les institutions républicaines et démocratiques en place, composées d'élus tels que l'Assemblée nationale ou le Sénat, ni même le président de la République. D'après le GENI, la mise en route du processus de la mise en place de cette institution intermédiaire implique nécessairement un accord politique entre le président en exercice et son ou ses prédécesseurs et sera validé par les autres formations et organisations de la société civile qui y adhèrent. Le GENI souligne que les institutions démocratiques comprenant les élus de la République demeureront en fonction. Le GENI veut proposer un circuit raccourci plus sécurisé et mieux contrôlé du traitement des anomalies et des résultats du vote en instituant un nouveau système électoral, un nouveau système de financement et de plafonnement, un système qui tendra vers une application plus profonde du système de décentralisation. Si le GENI précise que sa proposition est le fruit d'une réflexion de différents acteurs vivant aussi bien à Madagascar qu'au sein de la diaspora regroupée au sein de l'Alliance, il n'y a jusqu'à maintenant aucune figure qui se dessine clairement aussi bien derrière le GENI que derrière l'Athènes. Toujours est-il que pour la population en proie aux difficultés au quotidien, la tenue cette année de l'élection présidentielle est la seule issue bénéfique. Toute idée de transition ne peut qu'aggraver la situation qui prévaut dans le pays. Un mois et demi après l'annonce de l'État concernant la réouverture de l'exportation d'or à Madagascar suite au Conseil des ministres du 30 mars dernier, cette réouverture ne sera pas effective de sitôt. La date de reprise officielle de l'exportation d'or à Madagascar n'a pas encore été définie, selon le ministère de tutelle lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jour. 10 points clés dans la gestion de la filière aurifère à Madagascar doivent d'abord être établis et les travaux y afférents sont en cours, explique le ministre. Une lutte contre les exportations illégales d'or doit aussi être menée. Nous annonçons officiellement ce jour que nous recevons désormais les divers dossiers nécessaires aux demandes d'agrément de comptoir au niveau de l'ANOR, l'Agence nationale de la filière. Or, nous préparons aussi en parallèle le local où sera installé le guichet unique d'exportation ainsi que tous les matériels nécessaires. Vu que cela devra inclure de nombreux services, dont le laboratoire, le service de redevance et de ristourne, le trésor où les frais de douane et le FINEX devront être payés et nous sommes actuellement en pleine mise en place de cette structure. Des mesures de contrôle dans le cadre de la lutte contre les abus, les exploitations et les exportations illégales d'or s'imposent. Elles sont inéluctables selon le ministre de tutelle. Le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a défini pour objectif d'instaurer à Madagascar une exploitation et une exportation d'or de qualité et plus professionnelle pour le redressement de l'économie malgache.
Pourquoi l'or est-il si important? C'est parce que nous savons pertinemment que l'or est désormais un des métaux précieux les plus chers. La tonne d'or s'élève actuellement à 65 millions de dollars. En ce sens, si l'or est bien géré, cela nous aidera grandement pour équilibrer notre balance commerciale, vu que c'est aussi un produit d'exportation. Balance commerciale, c'est-à-dire produit d'exportation comme L'exportation d'or illégale devenue récurrente et excessive à Madagascar a été à l'origine de la suspension des exportations d'or à Madagascar depuis le 25 septembre 2020. Seuls 3051 kilos d'or ont été exportés légalement en 2018, tandis que plus de 15 tonnes ont été exportées illicitement selon les résultats d'enquêtes menées à Dubaï. Cet émirat qui se place en tête de liste de la réception d'or en provenance de Madagascar. Les failles ont été étudiées et des mesures relatives à la situation qui prévaut dans la filière aurifère ont été adoptées. Les observateurs de la vie nationale se posent la question de savoir où en est actuellement la détermination de l'État malgache à mettre fin aux exportations illégales d'or malgache à l'étranger. Une entreprise qui normalement va de pair avec les mesures récemment prises par les dirigeants. Un sondage a été mené par l'agence Capsule Écoute TV-FM auprès de 400 citoyens malgaches de 18 ans et plus. Pourquoi les citoyens ne sont-ils pas intéressés par les élections à Madagascar ? 50% de ceux interrogés ont affirmé que les Malgaches ne s'intéressent pas à la politique. 26% des citoyens ont dénoncé une domination de la corruption sous diverses formes, ce qui serait à l'origine de ce problème. 14% affirment que la politique est trop complexe et de haut niveau à Madagascar, tandis que les 3% restants dénoncent un trop faible niveau des débats politiques. Le député élu à Majlambe, quant à lui, a déclaré que cette lassitude et ce manque d'intérêt des citoyens résultent du fait que la politique et les élections n'apportent aucun impact significatif dans la vie quotidienne des citoyens. Les gens ne sont généralement pas intéressés, vu que parfois, ils ne comprennent pas. Ils ne ressentent pas les impacts et les répercussions de la politique sur leur vie quotidienne. Parfois, les promesses et les programmes sont trop élevés et sont difficilement réalisables. Face à ce problème sociopolitique, les campagnes de sensibilisation des citoyens en cette année électorale sera renforcée, notamment en zone rurale, explique ce parlementaire de Majlambe. La sensibilisation à la radio doit être renforcée. Le premier tour des élections présidentielles est prévu pour le 9 novembre prochain. Le second tour des présidentielles, quant à lui, se tiendra le 20 décembre 2023, suivant la proposition de date de la CENI jugée recevable par la HCC. Le décret du gouvernement maintenant cette date pour les prochaines élections présidentielles à Madagascar est attendu. Jusqu'à ce jour, de nombreuses failles continuent d'être observées dans la mise en œuvre des élections dans le pays. Une situation qui poussera davantage de citoyens à l'abstentionnisme électoral qui constitue déjà un problème de taille pour le pays dans le cadre de l'instauration d'une vraie démocratie. Suite à l'expiration du mandat de ses précédents membres, le HCDDED, le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, se retrouve figé. L'article 118 et 119 de la Constitution malgache énumèrent clairement toutes les structurabilités à saisir la HCC, la Haute Cour constitutionnelle. Il y est clairement mentionné que seuls les chefs d'institution ou le quart des membres composant l'une des assemblées parlementaires ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ainsi que le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit y sont habilités. La HCC, quant à elle, doit répondre à leurs requêtes conformément à la loi. Le secrétaire national du parti PSD a déclaré ce jour qu'il était important et impératif d'élire rapidement les prochains membres du HCDDED pour qu'ils soient capables de réagir dans la mesure où les dirigeants piétinent la Constitution ou prennent des décisions anticonstitutionnelles. Hormis le HCDDED, les prochains membres qui constitueront le CFM, le Conseil du Fin-Piavanana Malagas demeurent encore inconnus. Or, cette structure est nécessaire face à la situation qui prévaut à Madagascar selon le PSD.
La dissolution de ces deux structures, dont les membres sont désormais à la fin de leur mandat, mènera forcément à une modification de la Constitution par les dirigeants actuels, selon les explications. En ce sens, il est impératif de les reconstituer rapidement, conformément à la Constitution, pour l'équilibre et pour le respect des lois dans le pays. Les 10 ans de l'Alumni Day, la journée mondiale des alumni, ces anciens élèves de grandes écoles en France qui ont obtenu des diplômes universitaires internationaux, ont été célébrés depuis le 13 mai dernier et s'étendra jusqu'au 28 mai de cette année. L'objectif de cette célébration sera le rassemblement de tous les alumni de la France afin qu'ils puissent transmettre leurs acquis et leurs compétences à tous les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études dans ce pays. Une action pour l'entraide en faveur des jeunes malgaches, un soutien prodigué aux jeunes et une prise de responsabilité pour le développement socio-économique de Madagascar a émergé de cette célébration. L'objectif premier, bien évidemment, c'est qu'ils étudient en France et reviennent dans leur pays. Mais là, je ne parle pas que pour Madagascar, je parle pour l'ensemble des pays. Et à qui nous, on donne une certaine importance parce qu'ils ont étudié en France. Et donc, nous souhaitons les suivre, et les suivre avec beaucoup plus de finesse, c'est-à-dire savoir ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils aiment faire, quel est leur parcours. Et donc, ce rendez-vous de vendredi, c'est cet objectif, c'est de voir ce qu'ils sont devenus, qu'ils nous racontent leurs expériences, puisqu'on a un certain nombre de ces anciens étudiants qui vont nous faire part de ce qu'ils ont vécu en France, de leurs ressentis. Cet événement reste axé sur le thème de la vie professionnelle, la culture et les recherches de l'association afin d'instaurer une société où l'entraide et les échanges prévalent. Il a aussi pour but d'inciter la jeunesse malgache à revenir au pays et à participer au développement de Madagascar. Pour les jeunes étudiants qui ont choisi l'ingénierie agricole et l'agronomie, forcément, dès leur retour à Madagascar, ils ont déjà une activité à développer ici. Soit ils intègrent le monde de l'entrepreneuriat, soit ils s'engagent d'abord dans une recherche d'expérience. La plupart des élèves ont néanmoins choisi l'économie et la gestion. Certains choisissent la gestion de projets, mais des spécialisations existent aussi. L'enseignement est plus ou moins similaire. Je suis contre l'idée que l'enseignement du pays soit de niveau inférieur. Certains étudiants se forment ici avant d'aller à l'étranger. Si le niveau des universités locales laissait réellement à désirer, ces étudiants n'auraient jamais été reçus dans ces universités étrangères. Les alumni ont été fondés en 2014. L'on compte actuellement 5000 jeunes malgaches qui poursuivent leurs études en France. Ils maintiennent que la vie en France n'est pas facile. Les responsables comptent tenir de réunions mensuelles pour un suivi de près des étudiants malgaches.